Chers collègues, bonjour. Déjà, désolé d'être arrivé en toute fin de processus, mais je tenais vraiment à être là pour cette journée. Donc, j'ai entendu que la fin, ce qui était déjà fort intéressante. Merci aux intervenants, merci Madame Bourdin, merci aux collègues. Je vais essayer d'être très bref parce que je comprends que normalement l'échéance est déjà dépassée et que vous avez forcément des transports de retour. Mais je voulais vous dire quelques points. Alors c'est toujours un peu malaisant de conclure un séminaire auquel on n'a que très partiellement participé, donc, mais je pense que vous ne manquerez pas de me le faire remarquer si je dis un truc qui ne va pas. Euh, Plusieurs sujets. Un d'abord sur le principe d'avoir relancé ce séminaire de travail, un sujet qu'on avait évoqué lorsqu'on a fait le séminaire des directeurs des EPL en janvier. Et on était, je pense, nombreux, y compris dans la salle, convaincus de la nécessité de recréer ce type de format-là pour pouvoir parler spécifiquement des centres CFA et CFPA, enfin de la FCPA au sens large. Tant d'un point de vue, j'allais dire, conjoncture et nécessité de se dire des choses, j'y reviendrai, tant dans le besoin aussi de partager un peu sur ce qui nous arrive, les stratégies, les modalités de financement, les modèles de financement, les attentes en termes de compétences, celles des formateurs, celles des agents qui sont dans les centres, autant que celles de nos concitoyens. Ça a été évoqué tout à l'heure. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument faire ce séminaire. J'avouerai que les équipes ont vécu ça un peu comme un vertige vu la quantité de chantiers qu'on mène. Elle me dit, même il y a encore quelques jours, est-ce qu'on va vraiment réussir parce qu'on n'est pas au niveau de qualité qu'on attend. Du retour des échanges que j'ai eu ce matin, il y a quand même eu quelque chose sur la table et ça n'a pas l'air d'avoir insatisfait tout le monde. Donc merci à elle d'abord d'avoir tenu ça. Après, on voulait le tenir parce que ça nous semble être important. En tout cas, pour moi, c'est important de vous rappeler à quel point la logique FCPA dans nos EPL, elle est absolument stratégique. Et ce n'est pas une parole de séance, c'est tout simplement le constat de l'adéquation ou du besoin des outils que vous pilotez dans la politique du gouvernement. Objectif premier du président de la République, plein emploi. Dans l'ensemble de l'outil du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, c'est bien ces centres-là qui sont au cœur d'une logique de plein emploi. Je n'exclus pas les autres, mais je dis bien vous êtes au cœur de cette politique de plein emploi. Après, si on regarde des politiques sectorielles, on sort quand même, Nicolas Noailles a fait référence de presque un an de concertation avec un projet de loi qui est sur la table et qui nous dit des choses assez claires et évidentes et partagées lors d'une concertation qui a réuni presque un millier d'acteurs, qui nous dit que la voie de passage moyen terme de l'ensemble de l'agriculture française, de sa souveraineté, repose sur quelques points que certains ont redécouverts. Un, il va nous falloir former plus à tous les niveaux de compétences et à tous les niveaux de secteur. Deux, va falloir former à une montée en compétences parce que tout simplement, les transitions, la compétitivité passent par un socle de compétences que certains avaient vocation ont assez largement oublié. Trois, il va nous falloir former plus tout au long de la vie pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer. Et pour autant, les deux sujets se lient puisque plus on se forme en formation initiale, plus on a recours à la formation tout au long de la vie. Donc les deux marchent de pair. Et puis tout ça mis bout à bout, on arrive aussi dans une conjoncture stratégique de politique publique pour nous qui est de dire on a un énorme renouvellement de génération dans un pas de temps très court qui est un défi mais qui est également une chance si on sait intégrer le bloc formation et compétences au même moment puisqu'on va voir passer dans nos structures un maximum de gens dans un pas de temps court et donc on pourrait faire un renouvellement de génération et de compétences d'un seul tenant. Donc une fois que j'ai dit ça, vous connaissez ça par cœur, mais je le redis quand même, parce que le rôle de la FCPA là-dedans, il est central, il n'est pas unique, mais il est central. Et ça me permet de redire ce qu'on s'était déjà dit avec certains au séminaire des directeurs, c'est qu'on redécouvre, en tout cas dans son concept, l'extrême modernité de ce qu'est un EPL public agricole, avec ses différents centres constitutifs et ses différentes missions, et qu'on serait assez fou pour des raisons conjoncturelles de tout mettre par terre, ce qui n'empêche pas, j'y reviendrai, de travailler sur des logiques une plus grande agilité, simplification de votre vie, parce que c'est gage d'équilibre économique, et ça soulage aussi votre travail. Donc une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est le côté ultra stratégique, et c'est pas encore une fois pour dire des choses qui potentiellement vous plairaient, de vos missions et de ces centres au sein des EPL.
Autre traduction de ça, on sort d'une bonne nouvelle dans le monde agricole, dans un marasme assez globalisé que j'ai pas besoin de vous expliquer. La bonne nouvelle du moment, c'est quand même que après avoir fait l'ensemble des décomptes sur cette question de renouvellement de génération, puisqu'on a les chiffres de l'apprentissage, comme vous le savez, qui arrivent tardivement, cette année, l'enseignement agricole a 2000 apprenants de plus. Cette année, l'enseignement agricole de la 4e à école d'ingénieurs vétérinaires forme, public, privé, hein, tout compris, forme plus de 215 000 apprenants, c'est-à-dire plus qu'il y a 10 ou 12 ans. Donc en fait, dans un moment où il y a quand même beaucoup de trajectoires, en tout cas qui sont décrites comme problématiques, on est sur des trajectoires, vous avez su réamorcer les trajectoires, et singulièrement grâce à l'apprentissage, je vais en dire 2 mots, qui nous remettent sur un chemin de souveraineté, de compétitivité, de transition de manière évidente. Et je peux vous dire que quand on a eu les chiffres définitifs, le ministre ne s'est pas privé pour le faire savoir qu'on avait aussi des signes positifs dans cette trajectoire, même si, vous le savez comme moi, si on a fait 6% au final en 5 ans d'augmentation de nos effectifs, après avoir longtemps perdu sur l'ensemble des effectifs, la cible est à 30% de plus par rapport à 2022, donc on a encore, on va dans le bon sens, mais on a encore une marge qui est énorme pour faire ça. Et ce 30%, comment on le fera? En tout cas, nous, quand on a la modélisé, c'est oui, de la formation initiale, on en aura besoin, toujours. C'est aussi le socle de nos EPL. Oui, de la formation continue, de la formation par apprentissage. La dynamique est très bonne et très forte. Il ne faut pas non plus se raconter des carabistouilles. Il y a quand même des possibilités qu'on arrive à un moment à des plafonds sur la logique, en tout cas spécifiquement apprentissage. Et puis après, oui, il y a toute cette vague de reconversion qui a été évoquée tout à l'heure, de modification sociale, où on a un enjeu énorme de repositionnement, de renforcement, si on veut pouvoir faire ces 30%. Parce que quelle que soit la voie de formation, ce qui compte à la fin, c'est quand même qu'il y ait des gens qui soient compétents, à l'aise dans leur emploi et positionnés sur des métiers de souveraineté et en tension. Donc ça, c'était tout le propos générique que je voulais vous dire. C'est ce que vous faites, ce qu'on fait en mission FCPA, c'est crucial. Et c'est reconnu comme tel, surtout quand les résultats sortent, comme je viens de l'évoquer. Donc on a voulu faire ce séminaire pour aborder aussi, parce que derrière ce côté central et stratégique de ce que vous faites, on n'est pas complètement déconnecté des difficultés, soit historiques, soit conjoncturelles, et on voulait pouvoir en parler. Vous l'avez évoqué ce matin, il y a depuis une circulaire de Louis Le Pinsec, il y a ce sujet des conditions d'emploi, des conditions de travail, qui est un sujet à la fois stratégique en termes d'attractivité et de RH au quotidien pour vous et collectivement pour nous, et aussi un sujet de dialogue social assez épineux que vous connaissez comme moi. Vous l'avez évoqué ce matin, je vais pas développer, vous avez eu l'occasion de dire ce que vous en pensiez. Nous, on a eu l'occasion d'expliciter tout ce qu'on a essayé de porter depuis 1 an et demi. Je voudrais le dire en tout cas avec mes mots. La seule chose qu'on a faite depuis 1 an et demi, outre réouvrir une commission pour en discuter, et ça me permet de remercier les experts d'étape, qui n'étaient pas des représentants, qui n'étaient pas vos représentants, mais qui étaient des experts d'étape qui ont contribué avec les syndicats des personnels à ce débat-là. On a juste fait 1 an et demi de travail rigoureux, certains diront besogneux, pour prendre tous les sujets les plus techniques, les plus juridiques, les plus concrets, et essayer de les passer au crible-flin pour, j'allais dire, se faciliter, se dire objectivement ce qui va pas, là où le droit est imparfait, compliqué, là où il n'est pas mis en œuvre, là où il devrait l'être, quels sont les outils RH qu'on a à votre disposition, qu'est-ce qui marche bien dans un tel CFPA, qu'est-ce qui peut être utile pour un autre. On a vraiment mené le chantier dans cette logique-là, en sachant très bien qu'il y avait 2 grands sujets qui nous entouraient. Un, ne pas mettre en péril économiquement nos CFA, CFPPA, pour les raisons que je viens d'évoquer, ça serait une erreur stratégique. Et pour autant, l'extrême nécessité en même temps, de la formule, mais en même temps de travailler toujours dans une amélioration des conditions d'emploi qui sont le gage d'avoir des RH qui, sur le temps long, seront au rendez-vous. Jurisprudence de ce que vient de dire Nicolas, où la crucialité des compétences des RH est centrale. Donc on a essayé d'expliciter ça dans ce séminaire, on a essayé de recevoir aussi vos questionnements. Je comprends que ça a été un débat très constructif. Moi, sur ce sujet-là, d'un côté du protocole blanc local, évidemment, parce qu'il n'y a qu'un seul protocole, il est local, et après de tout le mécanisme accord collectif qui a été évoqué.
plus de l'expertise juridique qu'on mettra à votre disposition depuis la centrale pour pouvoir vous accompagner tous et toutes. Sur ce bloc-là, moi, mon ambition, c'est qu'on sorte vite. Parce que concrètement, quand on va parler des chantiers de demain, on ne va pas durer dans ce dialogue-là pendant encore 1 an ou 2 ans. C'est juste pas jouable pour vous, pas jouable pour nous, c'est insécurisant. Donc on a fait avancer les sujets, on a des propositions qui sont sur table, elles ont été arbitrées par le ministre. On va continuer à en parler avec vous. Et je comprends la frustration qu'ont eu certains de ne pas être tous au fait de tout ce qui se disait en commission. On avait fait un deal avec les membres de la commission de ne pas trop externaliser pour pas que tout ce sujet très polémique enchaîne polémique sur polémique. Presque tout le monde a tenu sa parole. Mais donc, maintenant qu'on a une copie presque finale, on était ravis de pouvoir l'approfondir avec vous, prendre vos recommandations et vos remarques. Et en tout cas, mon intention et celle du ministre, c'est de sortir vite maintenant sur ces 2 véhicules, cadre blanc, enfin, comment dire, protocole blanc, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, on s'est compris, qui vous clarifie le droit, qui est aussi un outil d'accompagnement pour vous. Et après, avancer sur la logique d'accord collectif pour vous repositionner dans un dialogue paritaire par délégation du ministre. J'en ai fini sur ce point-là pour vous dire que, on est encore à votre écoute sur vos remarques, vos propositions et vos questionnements là-dessus. Mais 2, encore une fois, l'intention maintenant, c'est de clore, non pas définitivement le sujet, il ne sera jamais clos, mais c'est de sortir et d'avancer sur d'autres chantiers qui concernent la FCPA. En tout cas, vous le faites au quotidien, on en a bien conscience, mais nous, on voudrait pouvoir aussi nous redéployer sur d'autres chantiers qui nous semblent stratégiques avec vous. Maintenant, si on regarde ce qu'il y a devant nous et que vous avez pu discuter pendant ce séminaire et qu'on aura à continuer à travailler ensemble sous ce format-là, y compris si vous le jugez utile, si vous jugez pertinent de continuer ce type de format-là. Premier, c'est qu'il faut qu'on regarde devant en étant assez lucide. Ça a été évoqué sur le financement du PIC. Ça a été évoqué par tout le monde et tout le monde a conscience en matière de finances publiques en général. Je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher derrière notre petit doigt sur la partie financement NPEC. Donc il faut qu'on se le dise, pas pour jouer à se faire peur, mais ça veut dire que vu que c'est stratégique la FCPA, vu qu'on a des ambitions de plutôt en délivrer plus parce qu'on a plus de besoins dans nos secteurs et qu'on a plus de joints à faciliter le fait qu'ils rejoignent l'emploi. La question, c'est comment on embarque ce sujet-là, comment on le négocie intelligemment. Ça a été évoqué, on a été reconnu dans le cadre, par le cadre réglementaire comme métier en tension pour des questions plus de facilitation, vous le savez, d'accès à de la main-d'œuvre étrangère pendant la crise agricole. Je pense que cette logique de métier en tension, en tout cas, elle nous semble, et c'est nous ce que nous défendrons, outre le fait que les prises en charge soient bien calculées juste dans vos centres, ce dont je ne doute pas, et merci pour les données que vous nous transmettez. Je pense que cette logique de penser de manière à différencier sur les métiers en tension ce qu'on a pu faire, ce que le gouvernement a accepté de faire de manière très incitative, me paraît pas, moi, être un mauvais angle, et j'aurai l'occasion d'en discuter avec le DGEFP vendredi soir. En tout cas, sachez que nous, ce qu'on porte, ça va pas être préserver les NPEC des formations de l'enseignement agricole. Je pense que l'argument, dans le contexte qui est le nôtre, ne fonctionnera pas. Mais plutôt d'essayer de rentrer ça dans une logique de métier en tension et de savoir avoir à assumer un peu plus incitatif, vous m'avez compris, plus incitatif. Par exemple, je suis fatigué, c'était tôt ce matin, d'être plus incitatif là où les métiers en tension derrière sont évidents et les taux d'insertion sont bons et les formations sont bien calibrées. Et donc, on va voir comment on peut porter pour que accepter l'état de fait, c'est-à-dire il y a eu des coupes budgétaires, il y en a eu au travail, il y en a eu, on est bien placé pour le savoir, à l'agriculture aussi. Donc on va vivre avec, mais pour bien se positionner sur ces sujets qui sont des perspectives qui sont moins favorables en matière financière, mais il y a quand même d'autres perspectives qui sont plus favorables. Ça a été évoqué, on a quand même un projet de loi qui va venir, je pense, densifier vos outils, au moins sur 2 points. Le premier, le développement des bachelors agro, qui est parti sur une idée de ce besoin des secteurs, des filières, et de certains jeunes de se positionner à ce niveau Bac+3. Donc il y avait vraiment un intérêt conjoint, tant d'adéquation aux besoins économiques, aux besoins de transition, aux besoins de compétences, que dans l'attractivité que ce type de formation avait pour les plus jeunes, tout au moins. Donc on va avoir, je l'espère, si nos assemblées le votent, ce bachelor agro qui aura toute sa place par la voie de l'apprentissage
et qui pourra être un outil assez dynamique à votre service. En tout cas, je le pense. Deux, on a tout ce qui a été positionné et qui continuera à être positionné en termes d'AMI, CMA pour pouvoir travailler vos logiques de site et les accompagner et offrir un rebond. 3, on a par ailleurs tout ce qui va être la réforme de la VAE qui est en cours, sur lequel on a un énorme chantier quand on voit le nombre de BPREA, qui est quand même une de nos formations navire amiral et un peu iconique. Quand on voit le nombre de BPREA qui sont délivrés par cette voie-là, on voit que le doublement ou le triplement de la VAE, en tout cas sur ce type de formation, peut être un enjeu majeur pour répondre aux besoins extérieurs et pour nous, évidemment, pour faire notre boulot, puis aussi pour faciliter ou consolider la situation économique de certains centres. Et puis après, on a des chantiers qui sont plus là technocratiques, en tout cas technocratique en ce sens où il traite plus de questions administratives et réglementaires ou législatives. Moi, je pense qu'on a 2 chantiers sur lesquels on veut accélérer. Alors, il y en a un qui ne dépend pas complètement de nous, sauf qu'on s'était engagé à le proposer. Enfin, je m'étais engagé, je le ferai, le proposer au ministre. C'est la question de vous permettre, quand cela vous est pertinent et utile, de travailler en centre unifié, centre unique, entre les 2 centres. Donc, pas vous forcer à le faire, vous permettre de le faire. On voit que vous avez su, dans bien des territoires et bien des centres, trouver votre agilité en vous organisant, et la présentation de Nicolas ou l'initiative qu'on a vue en PACA le démontre. Vous êtes créatif. Donc l'idée, c'est pas de vous imposer une structure, mais de vous permettre, quand c'est nécessaire, et je crois qu'à certains endroits, vous m'avez exprimé le fait que ça l'était, de pouvoir un peu optimiser vos 2 centres pour retrouver de l'agilité et de la compétitivité. C'est pas des mots vulgaires. Et donc, on va travailler là-dessus. Ça passera nécessairement par la loi. Donc, il revient au ministre de savoir ce qu'il positionnera, sachant que la dite loi qui peut porter ça a déjà été défendue moult fois, encore une fois avant-hier, pour la dernière fois pour notre parti à nous, en Conseil d'État. Donc, si ça vient dans la loi, ça viendra par amendement. Et point de gêne à ça, on a passé des grands articles par amendement. Et donc, ça sera à pousser, déterminer dans les semaines qui viennent. Il y avait déjà eu des gros travaux menés en interne à la DGER avec votre soutien. J'ai noté dans les remontées que vous avez fait récemment, et je vous en remercie, en matière de simplification, les propositions, y compris assez argumentées et étoffées sur ce sujet-là. Nous allons le proposer au ministre. Et évidemment, en toute transparence, on vous donnera un peu le résultat des courses sur la volonté du ministre de le porter, de le faire porter, ou si ça ne prospère pas par cette voie-là, si d'autres parlementaires ont envie de s'en saisir, outre monsieur le ministre. Le deuxième point qu'on va essayer de faire avancer, c'est toute la logique de la simplification. C'est pas un chantier pour faire à la mode, c'est un chantier que nous, on a lancé en novembre. Donc avant que le prurite demande de simplification en mode crise agricole nous arrive, on était déjà engagé là-dedans. Vous y avez contribué également en février en faisant des propositions parfois extrêmement concrètes, des simplifications qui sont pour la vie de vos apprenants, pour la vie de vos agents, pour la performance économique de vos centres, pour la vie des agents de services déconcentrés et de centrales aussi. On en est aujourd'hui, si on inclut la partie R&D, on le fait à bas bruit, comme on a essayé de faire la commission des personnels ACB, on en est aujourd'hui à 150 mesures de simplification préidentifiées. Donc on va le faire avec calme et volonté d'aboutir lorsqu'elles sont pertinentes. Il y en a quelques-unes, personnellement, je crois qu'elles seront compliquées, mais on va au moins essayer de faire aboutir celles qui sont très concrètes et qui peuvent être mises en place très rapidement. On va commencer par celle-ci. Je prends un exemple qui n'est pas directement lié à FCPA, encore que on a quand même on vit depuis quelques années maintenant, avec des choses un peu absurdes en matière de certificat médical pour les professionnels, les apprenants, les apprentis, avec des durées de certificats médicaux qui ne sont même pas conformes à la durée de la personne qui est mise en situation pour le dit certificat, ce qui fait qu'elle va 2 fois au médecin. Et c'est pas de chance qu'on n'a pas assez de médecins et qu'en plus, le médecin ne peut pas être un médecin libéral. Et donc, c'est ce genre de sujet sur lequel on bloque, qui enquiquine la vie de tout le monde à bien des égards, à bien des endroits et en bien des situations, professionnelles compris. Donc dans la liste des chantiers de simplification, il y a des sujets de cette nature-là qui, je pense aussi, en bout de chaîne, par rapport à la vie de vos centres, va aussi vous simplifier certaines démarches et certaines relations à certains de vos apprentis par rapport à des droits à exercer ou à faire certaines manipulations.
Donc tout ça pour vous dire que le dernier chantier transversal qu'on va mener, qu'on est en train de mener, mais on va le mener avec humilité parce qu'il y a énormément de boulot, au moins sur, je pense, au moins sur un pas de temps d'1 an. C'est ce chantier de simplification. Il y a déjà eu des remontées, il y en a qui reviennent de vous et je vous en remercie. Si vous en avez d'autres, sentez-vous libre de prendre un email et d'indiquer les autres idées. On va les traiter, encore une fois, avec sérieux, étape par étape, en commençant par ce qui nous semble être le plus impactant et le plus facile, c'est-à-dire ce qui ne passe pas par la voie obligatoirement législative tout de suite. Voilà ce que je voulais vous dire, de manière un peu à brûle-pourpoint, sans avoir vu le début du séminaire. Je suis tout à fait à votre disposition pour quelques échanges maintenant, après la séance, dans un pas de temps relativement restreint, mais je suis à votre disposition. Je voulais vous dire merci et je voulais vous demander, pas là en séance à main levée, de vraiment de vous poser la question sur l'intérêt de renouveler ce type de séminaire-là. Les items, je ne veux pas un bulletin de notes des collègues, ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour rendre la séquence intéressante, mais de nous dire simplement si on doit réengager aussi nos forces, votre temps, dépenser un peu de carbone en transport et notre temps aussi, parce que honnêtement, les équipes chez vous, je le sais, en service déconcentré, c'est évident. Là aussi, en centrale, ça commence à sérieusement piquer avec tous les chantiers qu'on a sur la table. Donc, refaisons ce type de séquences si elles vous sont vraiment utiles. Pas pour se dire c'est super, on se retrouve, on peut le faire maintenant par plein d'autres moyens. Donc faites-nous savoir, pas forcément là, mais n'hésitez pas à nous le dire. Je pense que dans ce moment de simplification et de recherche de toutes les latitudes que nous avons, consacrer les moments utiles et savoir éviter les moments qui sont nécessairement utiles et sympas, mais peut-être un peu moins utiles, je pense que ça fait partie des décisions collectives qu'on doit pouvoir prendre dans le contexte qui est le nôtre. Je finis en remerciant tous les intervenants qui ont passé du temps, qui sont venus éclairer notre lanterne sur bien des sujets et voilà, leur dire aussi que voilà, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers nous s'il y a eu des questions qui les ont interpellés et que nous, on assurera, vous pouvez évidemment échanger en direct, ce n'est pas la police politique qui parle, mais s'il y a vraiment des questions d'intérêt collectif, qu'on peut aussi faire l'interface avec l'ensemble des collègues qui ont participé et c'est ce qu'on continuera à faire aussi sur les sujets dits nationaux. J'en ai fini. Merci de votre participation. Merci aux collègues qui ont monté le séminaire et à tous ceux qui ont contribué. S'il y a des questions là ou des remarques, je les prends tout de suite, aucun problème, avec plaisir. Sinon, on le fait en aparté après, ou sinon, on aura l'occasion de le refaire. Mais pensez, s'il vous plaît, et à nous faire un retour pour savoir si on réengage, à quelle fréquence, pour qu'on se... Voilà, encore une fois, qu'on vise juste. Merci beaucoup à toutes et tous.